Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons sur le plateau la députée de la circonscription 1, Estelle Youssoufa. Bonjour Madame la députée. Bonjour à tous, bonjour Kwesi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau. Avec plaisir. La semaine dernière s'est déroulé à l'Élysée un déjeuner plutôt important, puisqu'Emmanuel Macron, le président de la République, a rassemblé un certain nombre d'élus ultramarins, mais également du coup des élus de Mayotte. Quel était l'objet de ce déjeuner ? Alors l'année dernière, vous vous souvenez, le 7 octobre, le président de la République avait organisé un dîner ultramarin. Et donc, je pense qu'on voit que l'Élysée veut un rendez-vous annuel avec les ultramarins. Donc là, cette fois, c'était un déjeuner. Et il y avait effectivement les parlementaires, les chefs d'exécutifs locaux et les préfets d'outre-mer, préfets et commissaires, avec le président, la première ministre, le ministre Darmanin, le ministre Vigier. Et donc, on était environ 90. Et sur ces discussions, donc ça a commencé avec la prise de parole du chef de l'État. Et ensuite, beaucoup d'élus ont pris la parole a tourné. Et à la fin du déjeuner, à 15h20, le président a pris la parole pendant 10 minutes pour conclure, parce qu'il avait un coup de téléphone avec le président Lula à 15h30, donc le temps était compté, et la première ministre et les ministres sont restés, et donc on est resté encore 40 minutes. Et donc il était beaucoup question de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un peu de questions institutionnelles, un peu de, de questions économiques, avec une prise de position, je pense, qui est passée relativement inaperçue du chef de l'État, qui nous a expliqué en substance que la logique de donner des subventions en Outre-mer et de faire des niches fiscales, ce n'était pas une solution si en même temps les exécutifs demandaient un alignement et des prestations sociales égales à l'Outre-mer. Donc en fait, on a entendu le président nous expliquer que c'était bien de vouloir un alignement et de l'exception, mais en même temps de demander des rabais fiscaux, ça ne pouvait pas aller en même temps. Et il a demandé le courage, entre guillemets, de tout mettre sur la table. Fin de citation. Et puis, il a aussi expliqué que les questions institutionnelles, il voulait bien travailler avec les élus, mais que ça passerait par des référendums locaux, parce qu'il n'était pas question d'aller sur des toilettages institutionnels qui aillent à l'encontre des populations. Et il a fait référence à ce qui s'était passé aux Antilles. Et donc, ça nous concerne aussi, évidemment, donc, Mayotte. Ce qui veut dire que la réforme institutionnelle... Qui est promise par l'exécutif, oui. A priori, selon les mots de l'exécutif, du président de la République, devrait passer par une consultation à Mayotte. Donc le calendrier de la loi Mayotte... C'est bien, nous on adore voter, vous savez oui, bien. Oui, puis ça occupe tout ça, on peut rencontrer ses copains devant le bureau de vote, mais ça veut dire que ça retarde d'autant plus la préparation de cette loi, sa présentation et du coup son issue. C'est un peu ça. C'est QFD. Très bien. Donc voilà, enfin... C'est un exercice qui est quand même très particulier. Hein. C'est pas une réunion de travail, c'est un déjeuner de travail. On n'a pas l'ordre du jour, nous les élus. On nous invite, on reçoit un carton. Et puis, à la réunion précédente, les chefs des exécutifs avaient eu un temps de réunion avec le chef de l'État en amont. Et là, ça n'a pas été le cas. Et pour Mayotte, le député Kamardine et moi avons pris la parole. Ni les sénateurs, ni le président Ben Issa ni le président Matsouf n'ont eu le temps de prendre la parole. Mais on avait fait une réunion, je tiens à le préciser, ouais. tous les représentants mahorais, on avait fait une réunion en amont et on s'était mis d'accord sur nos priorités, sur ce qu'on souhaitait alerter. Alors j'ai cru comprendre que pendant ce déjeuner de travail, le président de la République avait dit qu'il présiderait dans les prochaines semaines ou les prochains mois une réunion dédiée sur ce que vous avez qualifié du multicrise mahorais. Oui, en fait, quand on a préparé notre réunion entre mahorais, on s'est dit, en fait, on est allé au déjeuner en se disant on n'aura jamais le temps de parler de tous nos problèmes. Et donc moi j'ai dit, en fait, on doit demander une réunion particulière pour Mayotte. Et donc Mansour s'est levé le premier, l'a évoqué, et moi quand je me suis levée ensuite, j'ai insisté. J'ai expliqué qu'on avait effectivement une multicrise
et que quand les autres départements, les autres territoires ultramarins parlaient de développement, nous, on était en train de lutter pour notre survie, parce que je ne vois pas d'autres termes pour expliquer la situation dans laquelle on est, que l'île était en train de s'effondrer. J'ai parlé de la crise de l'eau, de la crise sécuritaire, la crise sanitaire, la perte de chance pour l'éducation de nos enfants, qui est quand même extrêmement grave avec les interruptions régulières de scolarité, la question de l'effondrement du secteur économique, de la crise agricole qui va nourrir une crise alimentaire pour les prochains mois, puisque les prix vont exploser. Et puis, j'ai aussi rappelé au président ses promesses, parce qu'en fait, il était venu, le déjeuner avait lieu le 21 octobre, et c'était quasiment 4 ans jour pour jour après sa venue à Mayotte. Oui. Et donc, je l'ai souligné. 4 ans aussi jour pour jour après mon arrestation, ce qui était pour moi assez savoureux de me retrouver 4 ans après grâce au vote des Mahoraises et des Mahorais, pas les 4 fers en l'air arrêtés par les flics, mais avec mes couleurs de Mayotte à l'Élysée. Pour moi, c'était assez particulier de me dire les Mahoraises et les Mahorais m'ont protégée et m'ont propulsée face au chef de l'État pour lui répondre, ce qui n'était pas possible lors de sa venue à Mayotte. Oui, lors de sa venue à Mayotte. Et donc de lui rappeler, ça c'est la fin de la parenthèse personnelle, mais pour moi c'était quand même assez particulier. Et il a dit oui, effectivement, il y a la question de la piste longue. Et puis là, il nous a fait une sortie où on était un peu ahuris. Il nous a dit oui, alors j'ai compris qu'il y avait une deuxième option, mais que vous n'étiez pas tous d'accord. Les élus locaux, il y avait des débats, donc c'est pas tranché. Donc, on travaillait sur la petite terre, mais visiblement, il y a une option en grande terre. Donc, là, si vous voulez, on a tous un peu vu rouge. Moi, je veux dire qu'en fait, quand l'émissaire de l'exécutif est venu l'hiver dernier, qu'il a commencé sa tournée des popotes, en allant voir tous les élus locaux, en parlant de Bouyouni, et puis de pourquoi, du machin. Moi, j'ai rencontré ce monsieur à Paris à 2 reprises. Et quand il m'a expliqué la question de Bouyouni, j'avais été très sèche avec lui. Et puis j'ai eu des réunions publiques avec d'autres élus où j'en avais parlé, surtout à Pamandzi. Je lui avais dit, j'aimerais bien comprendre. Il y a eu une révolution à Mayotte. Vous avez découvert l'existence de Bouyouni. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait 30 ans que ça dure, cette histoire de piste. Pourquoi est-ce que vous nous sortez l'histoire de Bouyouni? Oui, mais vous comprenez, c'est une question, c'est une exigence au niveau de l'appel d'offres, au niveau européen, etc. C'est pour des questions environnementales. Je me souviens très bien, effectivement, qu'ils avaient dit ça. C'était pour la qualité du dossier, au regard du volume des fonds européens qui allaient être mobilisés. Et donc là, j'ai regardé, je lui ai dit, vous êtes en train de foutre la merde au niveau local, pardon de l'expression. Je lui ai dit, vous êtes en train de monter les élus de grande terre contre les élus de petite terre, pour après justifier que, on n'est pas d'accord, donc on ne peut pas avancer. Ça, je l'ai dit l'année dernière. Mais Daniel Zedani a dit également la même chose que vous. Et donc, je lui ai dit, vous arrêtez tout de suite votre tournée des Grands-Ducs, là, parce que vous faites Radio Cocotier, vous dites aux uns et aux autres des choses différentes. Et puis, après, ça va servir à Paris d'argument pour ne pas avancer. Exactement. Et je suis rentrée à Paris, je suis allée à Matignon, et j'ai dit aux conseillers du président Macron, comme aux conseillers de la Première ministre, vous remballez votre touriste, là, et vous arrêtez de faire ça. Si vous ne voulez pas faire la piste longue, vous l'assumez. Et si vous voulez faire le projet à Bouyouni, vous devez présenter un projet comparatif où il y a des compensations pour la petite terre. Vous ne pouvez pas changer d'option sur la question de petite terre sans avoir un projet qui soit réellement comparatif et qui offre des compensations économiques et tout un projet économique pour la petite terre qui compense la perte d'activité parce qu'il n'y aurait plus l'aéroport. Parce qu'effectivement, l'argument qui n'est pas celui des autorités, mais qui est de dire l'île de Petite Terre s'effondre plus vite à cause du volcan, c'est un vrai argument, bien sûr, pour le coup. Mais en fait, ils ne peuvent pas faire abstraction du passif, de décennies de déclarations diverses et variées, et que quand il faut décaisser, subitement, on découvre, parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là, Bouyouni, vous avez ouvert une carte, qu'est-ce qui vous prend? Et puis, comment est-ce que vous allez faire par rapport au fait qu'à Bouyouni, c'est des terres agricoles? En fait, c'est une zone où c'est très important pour l'autonomie, notre sécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, cette question-là, moi, j'avais expliqué, je trouvais inadmissible que le représentant du gouvernement sur ce projet aille semer la zizanie. Et maintenant, on y est. Donc
comment dire, je fais cette digression, mais sur la question de la demande qu'on a fait d'avoir une réunion particulière avec le chef de l'État, on lui a dit, nous on estime que ça demande votre attention en particulier, que Mayotte est en train de s'effondrer, que le bateau France est en train de couler à Mayotte. Moi, c'est les termes que j'ai utilisés. Et le chef de l'État a dit oui, effectivement, et donc on fera une réunion rapidement. Voilà, bon, vu son agenda, j'espère que ce sera le cas. Quelle est sa définition de rapidement, je n'en sais rien. Mais nous, on pense qu'entre le comité interministériel, le CIOM, qui est la voie des discussions sur lequel le président Ben Issa travaille, la loi Mayotte et les questions de l'eau qui sont urgentissimes, les questions de sécurité, les questions d'éducation, les questions d'aménagement du territoire. Moi, je vous avoue que ce qu'a dit Mansour est très juste. Il l'a dit à l'Assemblée, il l'a dit publiquement. Nous, on ne comprend pas la direction du gouvernement. On a le ministre Darmanin qui déploie Wambouchou. On a le ministre de la Justice avec la justice qui ne fait rien. On a, et je le dis avec d'autant plus de décontraction que quand il y a eu les émeutes dans l'Hexagone, les instructions du ministre de la Justice étaient très très claires sur le fait qu'il y avait la main lourde sur les émeutiers. Cette instruction, elle n'a pas eu lieu pour Mayotte. D'abord. Et moi, je l'ai demandé. On l'a demandé en QAG, en question au gouvernement. On l'a demandé, cette question-là. Quel était le positionnement du ministère de la Justice sur Wambouchou? Et le ministre Dupond-Moretti a botté en touche. On a, sur la question de l'eau, une lenteur qui est inadmissible. Moi, j'ai des réunions avec Matignon et l'Élysée sur la crise de l'eau à venir, puisqu'il y avait un déficit en pluie, depuis le mois de janvier. Qu'on soit en fin octobre, toujours pas avec le déploiement des distributions à l'intégralité de la population, c'est une lenteur qui est anormale. Et là, effectivement, c'est pas juste le ministère de l'Outre-mer, c'est la cabinet de la Première ministre. Alors justement, vous avez questionné pendant ce déjeuner, et puis aussi dans des réunions que vous avez eues en amont avec Madame Borne et Monsieur Vigier. Va-t-on avoir cette distribution d'eau pour toute la population? Si oui, quand? Et quelle garantie on a que le moyen terme aussi sera géré, c'est-à-dire l'usine de dessalement, la 3e retenue collinaire, etc. Alors, les propos, moi, je ne fais pas partie de l'exécutif, je tiens tout de suite à le dire. Moi, les propos de l'exécutif, tant qu'ils ne sont pas publics, ne les engagent pas. Donc, ce qu'ils disent derrière les portes closes, c'est qu'ils travaillent très dur aux solutions moyen et long terme. Moi, j'ai rappelé qu'il ne fallait pas enjamber la crise. C'est-à-dire que là, actuellement, la population n'a pas d'eau. Et que donc, avant de me parler de demain et après-demain, il faut aujourd'hui distribuer de l'eau à l'intégralité de la population. Oui, sur le fond, ils ont dit oui, en disant c'est normalement en novembre. C'est demain. C'est demain. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils sont prêts. Donc, ça m'inquiète. Je le fais remonter. Je pense que sur la distribution d'eau potable à l'intégralité de la population, ce ne sera pas que par les CCAS, ni par les services de l'État uniquement. Je pense qu'il faut mobiliser toute la société civile avec les réseaux que l'on connaît, c'est-à-dire les mosquées, les collectifs de citoyens, tous les collectifs qui permettent que ce soit l'intégralité de la population qui puisse avoir accès à l'eau sans que ça cause de la panique, du chaos, des trafics. Donc voir aussi avec le secteur privé comment est-ce que les centres commerciaux peuvent, les supermarchés, les doukabés, les petites boutiques, peuvent aussi participer à cet effort, parce que donner de l'eau à un demi-million d'habitants, ça ne va pas être simple. C'est sûr. Mais pourtant, c'est impératif. Moi, je pense qu'on a déjà obtenu une victoire que j'ai obtenue de haute lutte, de dire qu'on efface les factures pendant au moins 3 mois. J'espère que cette distribution va se faire. Je vous avoue que la lenteur avec laquelle ça se met en œuvre me fait penser qu'il y a quand même l'espoir secret qu'il y ait de la pluie d'ici là et qu'il y en ait moins besoin. Vous voyez, quand je suis un peu cynique. Mais je pense qu'on ne peut pas se le permettre. Et que de toute façon, nous, on sait que même si la pluie arrivait maintenant, il y a le curage des retenues collinaires.
et que comme elles sont à sec, il va falloir beaucoup de pluie pour qu'on arrive à remettre les jauges à niveau. Donc, de toute façon, on va retaper dans la ressource qu'on est censé économiser voilà. pour l'année prochaine. Donc, forcément, de toute façon, on est sur une situation qui ne va pas se solutionner avant au moins janvier. On va, Estelle Youssoufa, si vous en êtes d'accord, tourner une page Toujours de d'accord pub. avec vous. On va tourner une page de pub. Oui. Allez, c'est la fin de ce premier temps de parole. Et puis, on se retrouve après, toujours avec Estelle Youssoufa. Fin du premier temps de parole.